Bonjour à tous et bienvenue sur la Fred Zone avec un test que certains d'entre vous attendaient avec la plus grande impatience puisqu'il s'agissait bien évidemment du Sony Xperia Z2. Avant tout, une piqûre de rappel s'impose. Le Sony Xperia Z2 embarque un écran de 5,5 pouces capable d'afficher une définition de type Full HD 1080p. C'est donc du 1920 par du 1080, ce qui est quand même pas mal. Là-dessus, nous avons aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 801 qui est devenu un standard, en tout cas pour le premier semestre de l'année 2014. Tous les vaisseaux amiraux des constructeurs embarquent la même puce, c'est le cas notamment du Samsung Galaxy S5 bien sûr, mais aussi du LG G3 ou encore du dernier HTC One. On a également 3 Go de mémoire vive, 16 Go d'espace de stockage qui peuvent être étendus par le biais du port pour carte micro SD embarquée. Et puis bien, la partie photo est assurée par un capteur principal de 20,7 millions de pixels, associé à une optique G-Lens capable d'ouvrir à 2 et surtout d'une puce de traitement Bianz. Là-dessus, nous avons une caméra frontale de 2 millions de pixels. Et puis après, toujours les mêmes bricoles, donc le Wi-Fi, le Bluetooth 4.0, une puce NFC, une puce GPS et une batterie qui tourne autour de 3000 mAh. Après la prise en main qui a été filmée en collaboration avec les équipes de Sony, le moment est venu de passer aux choses sérieuses et de nous pencher sur la surcouche du terminal, de voir un petit peu comment elle fonctionne, ce qu'elle propose. Et puis, nous nous pencherons également sur l'écosystème Sony et sur les applications natives installées sur le terminal. Au niveau de l'écran de verrouillage, eh bien, il n'y a pas de grande surprise, on a toujours à peu près la même chose avec là-haut la barre de notification, le widget affichant l'heure et la date. Alors au niveau des widgets, si on le désire, on peut en ajouter d'autres, à condition d'activer l'option dans les paramètres du terminal. Et puis ensuite, eh bien, cette zone-là sera dédiée au déverrouillage et elle dépendra, là encore, de la configuration de l'appareil. Là, par défaut, eh bien, c'est un simple balayage qui va me permettre de déverrouiller le téléphone. D'autres préféreront opter pour le schéma, d'autres pour le code numérique. Là après, j'ai envie de dire, tous les goûts sont dans la nature, bien sûr. Au niveau des écrans d'accueil, c'est toujours un peu la même chose, évidemment c'est de l'Android derrière. L'éditeur, lui, ressemble trait pour trait à ce qu'on avait sur le Z1, sur l'ancienne version du firmware. Donc en gros, eh bien, avec un pinch to zoom, on va pouvoir accéder un nouvel écran qui va me permettre de supprimer ou de créer de nouveaux bureaux. Et puis ici nous aurons une barre d'outils qui va donner accès aux widgets, aux applications, aux faux d'écran et aux thèmes. Alors au niveau des thèmes, ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui nous avons pas mal de choix. On peut aussi télécharger des thèmes supplémentaires sur le Play Store et on a quand même des choses très sympas dans le lot avec des ambiances complètement différentes et qui conviendront finalement à tous les utilisateurs. Donc on a eu un thème spécial pour la FIFA, on a eu un thème pour la sortie du film sur les Lego, on a eu aussi un thème pour la sortie de Spider-Man, et finalement, eh bien, on va pouvoir personnaliser rapidement notre téléphone aux couleurs de notre choix. Certains thèmes sont gratuits bien sûr, d'autres sont payants. En ce qui me concerne, pour l'instant, j'ai pas encore acheté de thème, mais j'en ai récupéré quelques-uns qui étaient proposés gratuitement et qui sont vraiment très très sympas. Alors bien sûr, nous avons aussi un centre de notification, bon, ça ne change pas, on a toujours ça sur Android. Cette fois-ci, il est réparti, ou plutôt structuré autour de 2 onglets. Donc d'un côté, nous aurons toutes les notifications qui apparaîtront. Là, eh bien, nous aurons toujours un widget rappelant la date et l'heure. Nous aurons un bouton pour supprimer tous les messages, toutes les alertes générées par les applications. Et puis en dessous, eh bien, nous aurons la liste des messages. Et nous pourrons ainsi savoir si nous avons reçu un mail, une nouvelle mention, un nouveau MP sur Facebook et ainsi de suite. Tous les réglages se retrouvent dans l'onglet réglages rapides. Par défaut, on en aura 8. Maintenant, si on tape sur le bouton modifier là-haut, on va avoir la possibilité d'ajouter de nouveaux réglages à la volée, histoire de remplir un peu l'écran. Ce qui est très sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir réagencer l'ordre de ces réglages. Donc si j'ai envie par exemple de faire passer la 4G tout en haut, hop, je tire sa ligne,
je remonte le doigt, je relâche et c'est terminé. Maintenant, lorsque je retourne dans mes réglages rapides, eh bien, j'ai bien ma 4G qui est tout en haut et donc très accessible. Alors ça, c'est quand même relativement sympa, même si pour ma part, j'aurais préféré que ces raccourcis soient présentés sous la forme d'une barre horizontale située directement au-dessus des notifications. Je pense que ça aurait été peut-être plus simple du coup au quotidien pour gérer nos différents paramètres. Au niveau de l'écran des applications, alors là encore, évidemment, la ressemblance est frappante avec le Z1, avec ce qu'on avait sur le Z1. Donc on a toujours nos raccourcis qui apparaissent en enfilade, mais si on va complètement à gauche, on pourra faire apparaître une barre d'outils regroupant différents filtres. Et là, eh bien, on pourra accéder à la recherche des applications, on pourra aussi accéder à la désinstallation des applications. Donc là, en gros, si j'appuie dessus, eh bien, je vais pouvoir virer l'application de mon choix en tapant sur la petite croix rouge. Et puis ensuite, on aura les différentes options de tri avec le tri personnalisé, le tri alphabétique, le tri des applications les plus utilisées et le tri des applications installées. Donc en gros, si on tape sur plus utilisées, on aura en premier lieu les applications qu'on utilise le plus souvent. Si on tape sur installer, dans ce cas-là, on aura uniquement d'afficher les applications qui ont été installées par l'utilisateur. Et ça, mine de rien, c'est quand même très sympa puisqu'on va pouvoir esquiver comme ça toutes les applications natives qui ne nous intéressent pas vraiment et dont on veut se débarrasser. On n'aura donc pas besoin de router le terminal pour les faire disparaître du drawer. Et puis toujours dans cette barre, on aura à la fin deux raccourcis pointant vers le Play Store et vers le Sony Select. Au niveau du Sony Select, que peut-on dire? Tout simplement qu'il s'agit d'un hub donnant accès à des applications, à des thèmes, à des jeux qui ont été sélectionnés par les équipes de Sony. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'en fin de compte, quand on va démarrer, quand on va se lancer sur Android, quand on va acheter notre Z2 et qu'on n'aura pas forcément encore le recul pour aller trouver les applications les plus intéressantes, eh bien là, on aura automatiquement un aperçu de différents utilitaires qui peuvent parfaitement convenir à notre terminal. On aura même des applications pour l'appareil photo et l'imagerie, et là, c'est plutôt cool puisqu'on va pouvoir rajouter plein de modules, comme le Motion Shot, par exemple. Et donc, on va pouvoir personnaliser la fonction photo, qui est quand même l'un des points forts du Z2. Après ça, eh bien, on peut difficilement ne pas parler du multitâche. Il est accessible par l'intermédiaire d'un simple bouton, tactile bien sûr. Et là, nous aurons la liste de toutes les applications qui ont été lancées. Pour fermer une appli, on la fera glisser dans un sens ou dans l'autre. Et si on veut fermer directement toutes les applications ouvertes, on tapera sur le bouton « Fermer tout ». Et là, évidemment, si on retourne dans le multitâche, on n'a absolument plus rien. Alors là, il n'y a pas de grande révolution dans le sens où on a ce type de multitâche sur la plupart des androphones du marché. Maintenant, c'est vrai que ça marche quand même plutôt bien et en fin de compte, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus, mais on a quand même une particularité très intéressante symbolisée par cette barre horizontale située en bas. Une barre qu'on va pouvoir évidemment agrandir et qui regroupe toutes les mini-apps qu'on va pouvoir lancer en mode fenêtré. Donc l'idée en fait, c'est d'afficher plusieurs applications simultanément sur l'écran. Donc je vais pouvoir ouvrir la calculatrice, je vais pouvoir ouvrir le navigateur maison, et après, eh bien, j'aurai plus qu'à les réagencer à la volée pour pouvoir travailler simultanément sur plusieurs applications. Après, je pourrais aussi les fermer en tapant sur la croix, sans aucun souci. Donc là, on a un concept qui reprend un peu les Q-Slide Apps proposés par LG, avec quand même quelques petits trucs en plus, à savoir qu'on va pouvoir transformer n'importe quel widget en mini-apps. Donc ça veut dire en gros que n'importe quelle application est compatible avec le système, et donc que vous allez pouvoir ouvrir absolument tout et n'importe quoi en mode fenêtré sur votre Xperia Z2. Ça, on l'avait déjà sur le Z1, mais c'est vrai que c'est quand même très utile et d'autant plus appréciable que l'écran du Z2 atteint une diagonale de 5,5 pouces. On a finalement assez de place pour profiter un maximum de nos applications sans pour autant les sacrifier sur l'échelle du confort. Alors voilà pour la plateforme et les fonctions de la surcouche. Maintenant, en plus, on a bien sûr une batterie d'applications natives qui sont installées directement sur le terminal, des applications qui sont propres à Sony et qui nous donnent finalement un accès
à l'écosystème de la firme. Donc la première d'entre elles, c'est le Walkman, bien sûr, qui est un lecteur musical avancé, intelligent. Alors pourquoi intelligent? Eh bien parce qu'il va pouvoir lire la musique stockée en local. Il pourra aussi lire la musique en provenance de Music Unlimited, à condition qu'on ait l'abonnement qui va bien. Et puis surtout, il pourra détecter nos media centers, comme là par exemple mon serveur Plex. Comme je suis connecté au réseau domestique, automatiquement il va aller trouver mon serveur Plex et je pourrai y accéder directement en passant par l'application. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau du lecteur en lui-même, on a quelque chose d'assez sobre avec une présentation par jaquette et tous les contrôles habituels. Donc ça, c'est pour la partie musique. Maintenant, évidemment, on a aussi les photos qui sont accessibles par l'intermédiaire de l'album. Alors ça, c'est assez cool parce qu'en fait, l'album, donc déjà, on a une interface très dépouillée qui va aller chercher les photos stockées en local, mais aussi les photos qui sont stockées sur Play Memories, par exemple, ou ailleurs, à condition qu'on ait paramétré évidemment nos différents comptes. Donc là, je peux accéder à mes photos Facebook, je peux accéder à mes photos Picasa, je peux accéder à mes photos Flickr, je peux même accéder aux photos qui sont stockées sur mon Media Center. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ce qui est vraiment très très sympa aussi, c'est qu'on a un éditeur. Donc le mieux, c'est peut-être que j'aille chercher une photo... Alors, est-ce que j'ai des photos ici? Non. Ouais. Voilà, blablabla. Donc, j'ai pas de visage. Où est-ce que je vais pouvoir trouver des photos? Sur la carte SD, peut-être. Ouais. Apparemment, là, j'ai de la photo. Donc, je vais prendre la photo de ma fille. Et là, eh bien, je vais taper sur ce petit bouton pour basculer sur l'éditeur de photos. Alors bien sûr, si vous avez plusieurs éditeurs d'installer, vous aurez l'embarras du choix, mais à la base dans Album, on a toujours un éditeur qui est fourni avec évidemment des filtres, avec des bordures, avec un outil de recadrage, de redressement, de rotation, de ce que vous voulez, et puis aussi pas mal d'options pour appliquer des effets avancés à vos différents clichés. Et ça, clairement, c'est super cool, d'autant plus qu'après, on n'a plus qu'à taper sur ce bouton-là, quand il veut, voilà, pour aller envoyer la photo sur les réseaux, par mail à la famille. Donc ça, c'est quand même très très cool. Et c'est vrai que mine de rien, cet éditeur fonctionne quand même très bien. Toujours parmi les applications branchées multimédia, on a aussi l'application Film. Donc là encore, elle fonctionne comme un hub. Si nous allons récupérer automatiquement les photos, les vidéos plutôt, excusez-moi, qui sont stockées en local sur le terminal ou sur sa carte SD, on pourra aussi évidemment accéder aux vidéos qui sont stockées sur Video Unlimited ou sur nos différents media centers. Donc là, si je vais voir sur mon serveur Plex, je peux aller naviguer et je peux aller chercher des dessins animés, des films, des séries qui sont stockés sur mon NAS sans aucun problème, sans avoir à me prendre la tête, sans avoir à paramétrer quoi que ce soit. Là, il y a vraiment zéro paramétrage, il y a vraiment zéro configuration. Juste, on prend le terminal, on le sort de la boîte, on l'allume et on a ça. Donc c'est quand même très très sympathique, surtout pour des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'outil et qui ont parfois un peu de mal à mettre en place ce type de solution. Alors après, bien sûr, on a plein d'autres applications. On a un client mail, on a un navigateur, on a un système pour gérer les alarmes, les horloges, les minuteurs. On a vraiment beaucoup de choses et là-dessus, on a une offre qui est finalement assez similaire à ce que propose la concurrence avec, je dirais, tous les outils habituels que l'on retrouve sur les terminaux de Sony. Donc si vous avez déjà eu un Xperia entre les mains, c'est sûr, vous ne serez pas pris au dépourvu. Après, il y a quand même quelques petites subtilités et quelques applications qui se dégagent du lot. Et je pense que l'application la plus significative, c'est l'application photo. Alors, l'application appareil photo, elle est tout simplement mortelle. Déjà pour l'activer, on a juste à appuyer pendant quelques secondes sur le déclencheur. Alors ça, c'est quand même très pratique au quotidien. Et puis ensuite, on se retrouve face à une interface plutôt minimaliste avec le déclencheur sur la droite, la fonction enregistrement vidéo, un autre bouton pour accéder au mode, et puis 3 boutons ici pour supprimer le flash ou le paramétrer,
pour basculer du capteur principal vers la caméra frontale ou pour afficher des paramètres supplémentaires avec des modifications sur le ratio par exemple, avec la fonction retardateur, avec le détecteur de sourire, avec plein de choses en fait. Plein de choses qu'on retrouve sur la plupart des applications de ce type. Maintenant, la grande force de Sony en fait, c'est l'architecture de l'application, une architecture qui est modulaire. C'est-à-dire que d'entrée, on va avoir le choix entre plusieurs modes. On aura le mode auto supérieur qui marche très très bien. On aura le mode manuel pour s'amuser un peu plus, pour essayer de prendre la main sur des paramètres et pour obtenir des résultats un peu plus fun. On aura la possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K. On aura la possibilité de faire des ralentis. Et ça marche très bien, comme je vous montrerai après. On a aussi une fonction pour flouter l'arrière-plan. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de la chose, mais en photo, on a un phénomène qui s'appelle la profondeur de champ, qui permet de faire ressortir un sujet en rendant l'arrière-plan flou. C'est un truc tout bête, mais qui ne marche pas forcément avec tous les appareils. Et en réalité, plus le capteur va être grand, et plus le phénomène sera amplifié, nuancé et plutôt agréable à l'œil. Sur un full frame, par exemple, vous aurez quand même plus de possibilités que sur un capteur APS-C ou même micro 4 tiers. Bon, le problème des téléphones, c'est qu'ils intègrent un tout petit capteur. Et même si le capteur du Xperia Z2 est plus grand que la normale, puisqu'on est sur 1, 2, 3, je crois, eh bien, le phénomène de profondeur de champ, il n'est pas forcément super bien géré à la base par le capteur. Donc Sony a décidé d'intégrer un mode spécial qui permet justement d'accentuer ce phénomène grâce au logiciel embarqué. Alors, c'est pas toujours évident à mettre en place, mais si je prends par exemple, voilà, je vais prendre cet objectif. Ça marche pas avec toutes les scènes, je sais pas si là ça va fonctionner. Donc là il me dit en gros eh bien, de taper sur l'objet que je veux mettre en valeur. Et là je vais mettre en valeur mon objectif. Donc je place le curseur dessus et j'appuie sur mon déclencheur. Il va prendre plusieurs photos. Et là, le truc, eh bien, c'est qu'il faut avoir une scène qui se prête au jeu. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Alors, je vais essayer peut-être de prendre un angle différent et de poser le téléphone pour améliorer sa stabilité. Et là, hop! Là, ça a mieux marché. Et on peut déjà voir que l'arrière-plan, effectivement, il est plus flou que tout à l'heure. Et ce phénomène, on va pouvoir l'accentuer encore en jouant avec cette petite réglette. On va pouvoir l'accentuer ou quasiment le supprimer. On va pouvoir gérer le type de flou qui nous intéresse. Est-ce qu'on veut un flou radial ou plutôt un flou linéaire? Si on veut un flou linéaire, quelle intensité? Et ensuite, eh bien, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton pour valider l'opération et pour enregistrer la photo. Et là, automatiquement, c'est le Z2 qui va prendre le relais et qui va travailler pour nous. Alors bien sûr, là, en intérieur, avec une scène assez sombre, le rendu est pas sublime, mais j'ai eu l'occasion de prendre des photos en extérieur qui m'ont vraiment bluffé. La plus grande difficulté, finalement, c'est d'essayer de rester le plus immobile possible, et ça, c'est quand même pas toujours possible. Donc là, vraiment, c'est super, hein, c'est un mode qui va vous plaire. Après, on a aussi l'effet réalité augmentée pour ajouter des dinosaures et des bricoles comme ça sur les photos. Moi, c'est pas mon délire. On a les effets créatifs avec des filtres qui sont préparamétrés. Donc là, on a différents effets qui sont proposés et qui sont plutôt jolis. Alors après, c'est vrai que ces effets, ils ont parfois tendance à ramollir un peu. Comme il modifie quand même l'image en profondeur, des fois on a des petites latences. Si vous avez le cas chez vous, pensez juste peut-être à fermer quelques applications pour corriger le tir, ou éventuellement à redémarrer votre terminal, le cas échéant. Moi j'ai eu ce bug-là une fois. Maintenant, il ne s'est pas reproduit depuis. Alors, est-ce que c'est à cause de la dernière mise à jour qui a été déployée par Sony? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces effets créatifs devraient plaire à certains d'entre vous. Et après, on peut aller chercher des applications supplémentaires sur le Play Store. Donc on a le Motion Graph, on a le Motion Shoot, du Timelapse, du Vine, on a beaucoup de choses en fin de compte. Et on a aussi une fonction, alors ça celle-là elle me plaît beaucoup, c'est le Live on YouTube, qui va vous permettre de diffuser en streaming
eh bien, ce que vous allez capter avec le Z2 directement sur votre chaîne YouTube. Et ça, c'est quand même ultra fort et ultra utile pour des gens qui couvrent des événements, qui font un peu de reportage ou qui ont envie de déconner avec les copains. Ça, c'est une fonction vraiment, vraiment géante, quoi. Vraiment géante. Et on avait la même chose aussi pour Facebook, que je n'ai pas montré. Donc ça, c'est vrai que c'est des fonctions qui contribuent finalement à l'intérêt du Z2, puisqu'on n'a pas ça ailleurs. Voilà, on a aussi le Social Live depuis fort longtemps, depuis le Z1 si je ne me trompe pas, qui permet, même chose, de diffuser un événement en direct sur Facebook. Donc voilà pour l'application photo. Après, évidemment, au niveau des résultats, il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, disons clairement que le Z2 prend de plus belles photos que le Z1 et que le Z1 compact. Je ne sais pas ce qu'a modifié Sony, parce que sur le papier, on a à peu près la même chose, hein. On a un capteur de 20,7 millions de pixels, on a une optique qui ouvre aussi en deux, on a une puce de traitement BIOS, donc on a les mêmes composants, mais je pense que derrière, Sony a quand même dû procéder à quelques optimisations pour améliorer le rendu des clichés. Et c'est vrai qu'on peut prendre de très belles photos avec le Z2. Au niveau de la 4K, bah, ça marche bien aussi. Maintenant, la 4K, moi je suis pas ultra fan. Dans le sens où on a encore très peu de téléviseurs 4K. Donc, à part diffuser ces vidéos sur l'écran de mon iMac, c'est un écran de 27 pouces avec une belle résolution derrière. Bon, à part ça, j'ai pas eu l'occasion vraiment de me familiariser avec le phénomène. J'ai pas de télévision 4K, pas encore du moins. Et j'ai pas pu voir avec le Z2 ce qu'on pouvait obtenir sur un téléviseur de ce type. Par contre, ce que j'ai remarqué, et ça c'est un petit peu emmerdant, c'est que le capteur il a tendance à pas mal chauffer quand vous faites de la vidéo en 4K. Donc ça veut dire concrètement qu'il va y avoir des moments où le capteur va tellement chauffer que la fonction va être désactivée par le Z2 pour éviter évidemment des dommages irréversibles. Donc ça c'est un peu dommage, mais en même temps, voilà, je veux dire, on est sur un format de téléphone. Des capteurs qui chauffent, vous en avez par exemple sur des réflexes, vous en avez par exemple sur des hybrides, quand vous faites de la vidéo. Donc là, à plus forte raison, sur un téléphone aussi fin, bon, bah, vous pouvez pas espérer non plus des miracles. Et c'est vrai que le capteur, il va chauffer de temps en temps. Et quand ça arrivera, bon, bah, la fonction sera désactivée et vous devrez la relancer pour continuer à filmer. Donc voilà pour la fonction photo. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de m'amuser un peu avec le Z2 sur un tournage organisé par Sony, avec les copains d'Useful, et on s'est un peu amusé. Voilà, j'avoue qu'on s'est un petit peu amusé avec la fonction ralenti. Alors, faut que j'aille chercher les vidéos qui vont bien. Ça va être à la fin, sans doute. Ok, donc si je prends celle-là, par exemple. Donc là, hop, petit ralenti, du glaçon tombant dans le cocktail. Voilà, parce qu'on a bu des cocktails, j'avoue, j'ai plaide coupable. On a aussi cette vidéo-là qui est pas mal, avec du coca en guest, parce qu'on a aussi bu du coca. Et c'est vrai que cette fonction ralenti, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal, et on peut faire, je pense, de jolies choses. Alors après, j'ai des vidéos en 4K aussi, mais ça... je vous les montrerai directement dans l'article, d'autant qu'en plus ces vidéos ont été tournées par un caméraman professionnel. Et oui mesdames, et oui messieurs, et on a quand même de jolies choses dans le lot. Alors après, pour finir, on va aussi parler vite fait des réglages, avant que j'oublie. Alors les réglages, ils sont par ici, ils sont là. Alors déjà dans l'écran, il est simple, voilà. Il y a très peu d'options, mais il y a beaucoup de rubriques. Donc on se retrouve assez facilement. Parmi les trucs sympas, au niveau de la personnalisation, voilà, on va pouvoir activer des gestes pour contrôler plus facilement le Xperia, notamment le geste des appels intelligents. Voilà. Genre, en gros, vous portez l'appareil à l'oreille et automatiquement ça décroche. Automatiquement. Vous avez aussi, alors où est-ce qu'il est, Alors, il est peut-être pas là. À moins que ce soit sur l'écran de verrouillage. Non, c'est pas sur l'écran de verrouillage. Là, c'est les réglages rapides, c'est pas ça non plus. On doit l'avoir peut-être dans l'affichage.
Alors on a ça, voilà, le contrôle intelligent rétroéclairage. Donc en gros, l'écran restera allumé tant que vous tenez l'appareil. Et ça c'est bien. Et puis surtout, la fonction taper pour sortir de veille. Donc ça, clairement, c'est exactement comme ce que propose LG avec le Knock-On. En gros, vous appuyez 2 fois sur l'écran, et hop, on le déverrouille, on n'a pas besoin d'appuyer sur le petit bouton physique. Et ça, c'est quand même un sacré gain de temps quand vous déverrouillez tous les 4 matins. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, bon, on a toujours les mêmes options, hein, mais on a quand même un truc qui est sympa au niveau du son. Alors, déjà au niveau du son, hein, c'est du Sony, donc clairement, ça défonce. Si vous jouez un petit peu avec les options qui sont proposées, vous pouvez vraiment obtenir de chouettes choses. Après, il faut avoir les écouteurs qui vont bien, mais justement, le Z2 est fourni avec des écouteurs qui sont vachement cool et qui intègrent une technologie de réduction de bruit. Alors en gros, je crois que je l'ai expliqué sur la vidéo précédente, mais l'idée, c'est de capter le bruit ambiant, d'inverser les fréquences pour les supprimer. Donc tout ça en temps réel. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est d'activer une option qui se trouve quelque part, je ne sais pas où, qui se trouve pas ici, qui se trouve ici, voilà. Quand vous avez les oreillettes connectées avec l'annulation des bruits, après c'est bonnard, et je peux vous assurer que ça marche vraiment très très bien, genre vous n'entendez absolument plus ce qui se passe autour de vous. Ce qui veut aussi dire qu'il faut éviter d'utiliser ces écouteurs quand vous faites du vélo par exemple, parce que du coup, si vous avez une voiture qui déboîte derrière, vous n'allez pas forcément l'entendre, et là après il peut y avoir des accidents. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis on a les effets sonores avec l'Audio Clair Plus qui marche bien. On a le réglage dynamique aussi qui est génial pour égaliser en fait le volume sonore entre les pistes. Et puis après vous avez les effets sonores avec l'égaliseur qui a pas mal de réglages, qui propose pas mal de réglages, et là clairement, suivant la musique que vous écoutez, ça change du tout au tout. Et après, vous avez vraiment une amélioration au niveau du gain qui est inégalable. J'ai jamais, personnellement en tout cas, eu un téléphone qui envoie autant de son et qui l'envoie aussi bien. Donc c'est quand même très chouette. Alors, j'ai pas encore parlé de l'autonomie du téléphone, et donc je vais le faire tout de suite pour ne pas oublier, contrairement à d'habitude. Alors, le Z1 avait une très bonne autonomie. Le Z1 compact a une autonomie de malade, disons-le clairement. Et le Z2, il se situe entre les deux en fait. Et il faut bien l'avouer, c'est quand même très agréable de pouvoir avoir un téléphone qui tiendra plus d'une journée sans aucune difficulté. Et c'est le cas avec le Z2. Si après vous jouez un peu avec les réglages, si vous activez le mode stamina par exemple, et bien là, clairement, vous pouvez obtenir entre 1 jour et demi et 2 jours d'autonomie, ce qui est très très confortable et plutôt rare à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que maintenant, les constructeurs font de plus en plus d'efforts là-dessus. On a Samsung par exemple, qui a profité du lancement du S5 pour intégrer un mode spécial, un économiseur de batterie révolutionnaire, qui désactive absolument tout derrière, mais qui est révolutionnaire et qui permet au téléphone de tenir plusieurs jours en mode téléphone uniquement. On a aussi HTC qui propose la même chose, LG aussi. Maintenant, c'est vrai que le mode stamina, il marche très très bien, et moi je trouve personnellement qu'il marche mieux que ce que propose la concurrence, donc ça c'est quand même ultra appréciable. Et nous en venons au bilan, à la conclusion de ce test. Conclusion très positive. Alors, j'ai adoré le Z1, vraiment. Ça a été un gros coup de cœur, et c'est lui qui m'a fait switcher d'iPhone, enfin d'iOS, vers Android. Donc ça, déjà, on peut dire qu'il a fait fort parce que j'étais quand même vachement accro à mon iPhone. Donc le Z1, ça a été une révélation. Le Z1 compact, j'ai pas eu le gros coup de cœur dans le sens où l'écran est un peu petit. Donc c'est pas un téléphone que je vais utiliser dans la vie de tous les jours. Par contre, quand vous êtes en déplacement, quand vous allez à la salle de sport, c'est vrai que le Z1 compact, il est génial parce que vous ne le sentez pas dans votre poche. Il est tellement petit que vous l'oubliez. L'oublier virtuellement, parce qu'il ne faut pas l'oublier pour de vrai, ce qui serait un peu emmerdant. Donc c'est vrai que le Z1 compact était aussi très très bon. Et là, sur le Z2, j'avais des a priori, sincèrement, parce que au niveau des photos, j'avais l'impression que c'était un petit peu la même chose que sur le Z1. J'avais l'impression que le gain apporté finalement ne valait pas l'investissement. Alors bien sûr, si vous avez un Z1 et que vous ne roulez pas sur l'or, ce qui est le cas de la plupart des gens,
l'investissement est peut-être pas forcément mérité, surtout pas avec le Z3 qui va arriver à l'IFA. Par contre, si vous êtes resté sur le Z ou sur un autre terminal, là, sincèrement, ça peut valoir le coup de passer sur le Z2 parce qu'il est, il est génial. Il est génial parce que déjà, au niveau du processeur, on a vraiment un gain de puissance. Alors, c'est pas un gain de puissance qui va vous scotcher à votre siège, dans le sens où le Snapdragon 800 déjà s'en tirait plutôt bien. Mais c'est un gain de puissance que vous allez quand même pouvoir apprécier au quotidien quand vous allez jongler avec plusieurs applications, quand vous allez aussi utiliser la fonction 4K, d'enregistrement 4K, qui est quand même assez gourmande. Donc tous ces petits détails-là, vous allez vraiment le sentir le gain procuré par le Snapdragon 800. Et puis après, on a la fonction photo, bah... Là, c'est vrai que sur le Z1, il y avait du bon, il y avait du moins bon. Il fallait vraiment être sur des scènes ultra éclairées pour avoir de belles images. Là, sur le Z2, même avec des scènes qui ne sont pas super bien éclairées, on peut obtenir de bons résultats. Et puis, on a tous ces modes qui sont vraiment géniaux. Je pense là encore au mode live on YouTube qui va vous permettre de streamer de l'événement, mais comme un dieu. Et ça, c'est vraiment génial parce que tout ça, ça se fera avec votre téléphone. À la rigueur, si vous voulez obtenir des résultats encore plus propres, vous pourrez investir dans un trépied avec une coque ou un accessoire permettant d'accrocher le téléphone dessus. Mais sinon, c'est vrai que c'est quand même dingue de pouvoir filmer en temps réel un truc, de le balancer sur YouTube et d'en faire profiter tous les copains. C'est dingue, alors peut-être pas pour les gamins d'aujourd'hui parce qu'ils sont nés avec Internet, mais moi quand j'étais gosse, putain, on se galérait quoi, je veux dire, avec mon voisin, mon meilleur ami, on en était venu à tendre une corde entre nos maisons pour faire passer des trucs, des petits paniers avec des G.I. Joe, avec des petits mots, des conneries comme ça, le soir quand les parents avaient le dos tourné. Maintenant, t'en as rien à faire, tu prends ton téléphone et d'un coup, t'as le monde entier qui est à la portée de tes doigts. Et ça, c'est quand même fort. Et c'est vrai que pour un gamin comme moi, un gamin de trentenaire, bah quand vous voyez ça, vous vous dites que quand même, les technos ont vachement évolué. Et je pense que même dans les années 90, on n'aurait pas pu imaginer ça. On n'aurait pas pu imaginer aujourd'hui streamer des événements sur YouTube, enfin en tout cas sur Internet, pour en faire profiter le monde entier. Donc moi je trouve que c'est vraiment un pari intéressant qui a été pris par Sony. Et même si on a quand même une concurrence qui se débrouille bien derrière, hein, je pense notamment à Nokia qui fait de jolies choses, bah on a quand même une application qui n'a pas de concurrent vraiment direct. On a une application qui est ultra modulaire, avec des modes qui vont nous permettre d'aller très très loin, et ça, bah, on ne peut pas l'obtenir du côté de chez HTC ou Samsung. Donc clairement, oui, gros coup de cœur pour le Z2, et j'espère vraiment que je ne serai pas déçu par le Z3, parce que là, Sony, ces dernières années, ils ont enchaîné vraiment les beaux projets, et j'espère qu'ils vont continuer comme ça avec le Z3, le Z4 et le Z5. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, bien sûr. Et puis on se retrouve très prochainement avec d'autres tests, sachant que le mois d'août va être plutôt calme, hein, vacances oblige. Par contre, en septembre, je pense qu'on aura beaucoup de choses à montrer et à tester, donc ça c'est quand même plutôt cool parce que j'aime bien faire ça. Voilà. Donc à bientôt, et puis bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, ce que vous voulez. Et on se retrouve très bientôt sur la Fraise Zone ou sur YouTube. Ciao!